Rivière de la nuit raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Elia Osberg, qui a pour fonction de surveiller une arche qui est enfouie au nord du globe et qui abrite toutes les semences vivrières de l'humanité. Donc Elia Osberg est un peu la sentinelle de cette arche. Cette arche existe, elle a été construite entre 2006 et 2008, elle a été inaugurée en 2008, et elle abrite toutes les semences vivrières de l'humanité, comme je l'ai dit. Elle a été construite par le gouvernement norvégien, une association d'États scandinaves, quelques sociétés privées, la fondation Rockefeller, mais aussi la fondation Monsanto. Le roman entrelace deux voies narratives, qui sont aussi deux temporalités différentes. Il y a d'abord une sorte de long monologue qui est celui d'Elia Osberg, la sentinelle de l'Arche, et en contrepoint intervient une autre voie narrative qui est celle d'un fonctionnaire de la fondation, d'une des fondations qui a construit cette arche, qui n'a pas de nom, hein, qui a simplement deux prénoms, et qui décrit de manière très bureaucratique et technocratique le dispositif de l'arche. Le point de départ du livre, c'est une proposition que m'a faite le musicien Denis Fragerman, qui avait travaillé déjà avec Antoine Volodine, qui avait fait avec lui les suites Volodine, mais aussi Vocifération, et qui avait donc chez lui un album qui s'appelle Rivière de la nuit, avec 12 morceaux. Et j'ai travaillé un petit peu avec lui, on a essayé de voir, je me suis coulé dans les titres, et je les ai pris comme des contraintes quasiment péréquiennes, l'ambiance, la tonalité de chaque morceau, mais aussi le titre de chaque morceau, et aussi la durée. Alors on retrouve dans Rivière de la nuit un certain nombre de thèmes qui ont déjà été abordés dans les deux livres que j'ai publiés précédemment. Alors le thème principal qu'on peut retrouver, c'est l'administration du monde par le politique, qui est donc plutôt central là, dans Rivière de la nuit, mais pas seulement, il y a aussi d'autres thématiques qui apparaissent, comme l'animalité, mais aussi la violence moderne qu'on retrouve dans nos sociétés, et toute une réflexion sur la perte du monde, ce qu'on pourrait appeler, avec un terme un peu cuistre, sur l'acosmisme. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce personnage qui est à la fois coupé du monde mais aussi coupé de lui-même, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans Autopsie des ombres, avec maintenant des variations sur le plan énonciatif, puisque c'est un roman qui a été écrit à la première personne, alors qu'Autopsie des ombres jouait donc à la fois sur la seconde personne, la deuxième personne et la troisième personne du singulier. D'abord, sur le versant philosophique, il y a toute la théorie apocalyptique de l'histoire qui vient de la philosophie allemande des années 30. Je les cite pêle-mêle, hein, Ernst Bloch, Günther Anders, Hans Jonas, mais pas seulement, ça peut aller jusqu'à un philosophe contemporain qui s'appelle Bruce Begou, notamment les aphorismes pour la fin du temps. Donc il y a toute une réflexion sur le catastrophisme dans ce roman, le catastrophisme qui est devenu une aubaine pour le capitalisme. Et les influences littéraires sont évidentes. J'ai cité tout à l'heure Antoine Volodine, mais on pourrait tout aussi bien citer Ballard et Borges. D'ailleurs, le personnage s'appelle Osberg, et Osberg est l'anagramme de Borges.